Les villes ne sont rien d'autre que la forme du temps, disait volontiers Italo Calvino, qui nous a appris à deviner les villes invisibles, à architecturer nos songes dans des récits toujours recommencés, où Marco Polo raconte à Hubei Khan les cités improbables de son empire. Ce désir, cet élan, cette forme qui se dessine dans nos songes, est à l'origine même de notre questionnement sur les cités à la dérive qui sont au cœur de cette 27e édition des Rencontres d'Averroès. Penser la Méditerranée des deux rives, franchir les frontières du savoir, passer d'un monde à un autre, relier ce qui semble être séparé, telle est la raison d'être de ces Rencontres d'Averroès. Une forme nouvelle est née cette année, faute d'avoir pu nous retrouver ensemble au Théâtre de la Criée à Marseille en novembre 2020, autour de 4 tables rondes. Nous avons donc décidé de les réinventer et chacun des intervenants a répondu présent. Pas pour de pseudo-rencontres en ligne, mais pour un autre type de rencontre bien plus sensible. Une traversée sonore autour des villes et cités de la Méditerranée, d'une rive à l'autre. Cité à la dérive, pour reprendre le beau titre du livre de Stratis Tsirkas qui nous racontait Jérusalem, Le Caire et Alexandrie dans les années 1940. Cité à la dérive, d'hier à aujourd'hui, entre Europe et Méditerranée, une équipée sonore en 5 épisodes. Cité à la dérive, balade pour un temps nouveau. Une production des Rencontres d'Averroès. Direction éditoriale, Thierry Fabre et Fabienne Pavia. Direction artistique, Ariel Koenig. Ingénieur du son et réalisation, Clément Lemarié. Lecture, Anna-Hélène Kawa, Thierry Fabre, Fabienne Pavia, Ariel Koenig. Quatrième épisode, la ville et ses imaginaires. وينك يا حبيبي بعدك يا حبيبي صرنا الحب الصارخ صرنا المسافات اشتقنا للأيام السعيدة أيام السهر عالطريق عشقة سير ومشاوير بعيدة نتلاقى بالمطعم العتيق يا هوا بيروت يا هوا الأيام رجع يا بيروت بترجع الأيام. Une ville, ce n'est pas seulement ce qu'on voit, c'est aussi ce qu'on en a entendu, les histoires qu'on nous a racontées. Camille Hamoun, écrivain. Et donc ce centre-ville de Beyrouth qui a été rasé, que moi je n'ai pas connu, puisque la guerre a commencé en 1975, l'année de ma naissance. Ce centre-ville, moi j'ai entendu beaucoup d'histoires. La génération de mes parents ou des gens qui sont juste un peu plus âgés que moi et qui l'ont connu en parlent. Certains livres, certains romans, certaines photos. Et du coup, j'ai tout un imaginaire. Ce centre-ville qui aujourd'hui est un immense parking est très chargé d'imaginaire et d'histoire pour notre génération qui ne l'ont pas connu. Donc forcément, on a envie de l'écrire, mais on ne sait pas. Et du coup, on s'appuie sur des histoires, ou comme je le dis, qu'on a entendues, ou comme je le dis aussi, sur d'autres villes qui peut-être ressemblent un peu à Beyrouth parce qu'elles font partie de la même zone culturelle, de la même architecture. J'évoque Athènes, Istanbul, Alexandrie ou Le Caire, qui parfois quand j'y vais me rappellent des histoires qu'on me racontait sur Beyrouth, mais qu'aujourd'hui je ne retrouve plus à Beyrouth. La période des années 60 que Samir Assir décrit dans la dernière partie de son livre, c'est le fameux âge d'or de Beyrouth,
qui a attiré nombre d'intellectuels et d'artistes de l'ensemble du monde arabe qui sont venus s'installer à Beyrouth grâce à la liberté de penser et d'écrire et de l'écosystème culturel qui avait pris à Beyrouth à ce moment-là. Et tous ces intellectuels avaient fui leur pays, la Syrie, l'Irak, l'Égypte, etc., à cause des coups d'État militaires et des dictatures qui s'étaient constituées à l'époque. Donc oui, Beyrouth avait reçu tous ces gens qui avaient contribué à ce fameux âge d'or des années 60, début de première partie des années 70. Pour le lyrisme, je crois, au niveau de Samir Assir, c'est aussi la césure qu'il y a entre ceux qui ont connu le Beyrouth d'avant et qui l'ont perdu, et ceux qui ne l'ont pas connu mais qui l'imaginent seulement à travers. Et donc forcément, quand on a perdu sa ville, on est automatiquement poussé à avoir une certaine nostalgie, une mélancolie, une nostalgie du temps passé, de la ville perdue. Nous, qui ne l'avons pas connue, on l'a un peu, mais on a surtout le regard de la ville d'aujourd'hui, de ses cicatrices, des problèmes auxquels elle fait face, et malheureusement de son lent déclin, qui est encore aujourd'hui rattrapable, mais à condition qu'elle permette au talent qu'elle crée de la gouverner, au talent qu'elle génère de la gouverner. La jeunesse libanaise et la jeunesse beyroutine sont très talentueuses, sont pleines d'idées, sont dynamiques et créatives. Le problème, c'est que ces talents-là sont poussés à l'exil plutôt que d'être absorbés par la ville et conduits à la gouverner finalement. Ce qui m'a attirée à Beyrouth, enfin ce qui m'a questionnée, interpellée à Beyrouth, c'est que j'y suis allée pour la première fois en 2001 et j'y suis retournée ensuite en 2005. Sophie Braun, anthropologue. Et j'ai tout de suite été surprise là-bas par la manière dont les gens qui m'accueillaient, donc des amis libanais, racontaient, me présentaient la ville, me décrivaient la ville, en parlant toujours au passé, avec toujours une difficulté à parler de la ville au présent, toujours une manière de se situer par rapport à des choses qui n'existaient plus, qui n'étaient plus là, donc qui me montraient des choses qui avaient disparu, dont on ne voyait pas la trace, etc. Bon. Et ça m'a un peu questionnée. Puis moi, j'avais un passé d'archéologue, parce que j'ai travaillé pendant une dizaine d'années en Égypte avant ça. Et je m'étais aperçue aussi au cours de ces années de recherche en Égypte, que ce qui m'intéressait au fond le plus, c'était pas tant de connaître et de comprendre, de tirer la connaissance de ce qu'on découvrait au cours des fouilles archéologiques. C'était pas tant ça qu'un questionnement que j'arrivais pas du tout à assouvir en quelque sorte sur le rapport qu'avaient les gens, donc nos contemporains, les Égyptiens avec lesquels on travaillait, à ces traces du passé qui ressurgissaient. Donc en fait, j'avais ce questionnement en tête. Et quand je suis allée à Beyrouth et que j'étais confrontée à cette espèce de difficulté à se situer, à parler au présent en fait de cette ville, voilà, je crois que c'est là que s'est embrayé quelque chose. Je me suis interrogée sur la question de cette question de la mémoire qui m'intéresse toujours, c'est-à-dire que par hasard, je suis tombée il y a quelques temps sur un reportage d'Arte sur la question du patrimoine à Beyrouth et je découvre qu'une association qui est très active aujourd'hui dans la reconstruction, donc une ONG en fait, dans laquelle s'investissent des jeunes, des architectes qui étaient aussi une part de la contestation du projet de Solidaire. D'ailleurs, c'est intéressant de voir comment les acteurs se retrouvent au centre de projets pareils. Eh bien, cette association, elle est implantée, elle a son siège dans un quartier, qui est un quartier sur lequel j'ai beaucoup travaillé, qui jouxte le centre-ville, et qui est un quartier qui a été, lui aussi, mais c'est de manière beaucoup plus discrète, investi, acheté, racheté progressivement par une société foncière privée. Mais là, les habitants, à la différence du centre-ville, les habitants ont vendu leurs biens délibérément, puisque, pour d'autres raisons dont je pourrais parler, donc c'était pas une expropriation comme au centre-ville. Mais ce quartier, cette société foncière a rasé aussi la plupart des bâtiments du quartier pour en faire un espèce de centre d'affaires qui ne concurrence pas exactement Solidaire, mais qui est plutôt la ville créative. D'ailleurs, le quartier où s'implante cette association s'appelle Beyrouth Digital District. Donc c'est cette idée d'être un espèce de cluster d'entreprises qui travaillent hyper connectées, etc. Bon. Et alors, c'est intéressant parce que l'immeuble où... la tour, qui est très très haute, qui est une nouvelle tour où s'implante cette association, eh bien, elle est située sur un terrain qui était le terrain d'un ancien hôpital français qui était à l'époque de mon enquête déjà à l'abandon,
mais qui a fait l'objet d'une négociation entre la société foncière et le ministère de l'Environnement de l'époque. Bref, il y a eu tout un tas de dérives, on pourrait dire, politiques aussi, pour essayer de mettre la main sur ce terrain. Et ce qui est assez stupéfiant, c'est que ce quartier, en fait, ce Beyrouth Digital District, il promeut la préservation du patrimoine. Il développe tout un discours sur le patrimoine environnant, alors qu'il est implanté lui-même dans un quartier qui a été rasé, et non seulement rasé, mais en 2017, sous cette tour, avant la construction de cette tour, on a découvert qu'il y avait une nécropole romaine très très importante. C'est là-dessus que mon livre se termine d'ailleurs, cette affaire des cycles comme ça, qui semble infinie. Voilà, alors la dérive, est-ce qu'elle c'est pas plutôt une dérive verticale, enfin une dérive en termes d'oubli, d'effacement, il y a comme un masque, il y a comme un voile qu'on vient mettre comme ça. Alors je pointe pas du tout l'association en question qui fait tous les efforts possibles pour aider les habitants de Beyrouth, qui, faisant cela d'ailleurs, vient complètement contrebalancer ou pallier aux défauts d'une politique plus globale portée par l'État. Donc c'est pas du tout cette association qui est en cause, mais c'est simplement un trouble quand on se rend compte de cette superposition et d'une apparente ignorance de ce qui était là avant. Donc la société foncière qui a reconstruit le centre-ville a rasé des quartiers entiers qui n'étaient certes pas en très bon état après la guerre de 75-90, après la guerre du Liban, mais tout de même, les bâtiments étaient là et quelque chose d'autre aurait pu être fait sur la base de ce tissu urbain. La société foncière a rasé des quartiers entiers, les a transformés en parking et a reconstruit à l'identique en le vitrifiant, en le muséifiant, l'hypercentre de Beyrouth. Ce qui est plus troublant, c'est la manière dont, et c'est une des parties qui m'a intéressée, la manière dont la reconstruction de Solidaire, donc de cette société foncière privée, a sélectionné justement des traces du passé, et plutôt du passé gréco-romain de la ville, pour raconter aussi et se réinscrire elle-même dans une forme de généalogie des transformations de la ville. C'est-à-dire que la mémoire de la guerre récente, de la guerre civile qui a eu lieu, a été complètement oblitérée au centre-ville. Toutes les traces de destruction ont été effacées. Une grande partie du tissu urbain d'avant-guerre a été rasée au profit d'une reconstruction et d'une restauration de quelques îlots de l'époque du mandat français, mais aussi d'une valorisation très très partielle, parce que la majorité des sites archéologiques qui ont été découverts au moment du déblaiement des ruines de la guerre ont été absorbés en fait dans la reconstruction, mais certains de ces sites ont été sauvegardés et patrimonialisés et mis en scène pour aussi s'intégrer à un discours plus général sur l'histoire de la ville, sur l'ancienneté de la ville. C'est ce que j'avais appelé l'archéologisation du présent dans mon livre, c'est-à-dire qu'on fait remonter des strates anciennes de l'histoire au détriment d'autres qu'on passe sous silence. Et c'est un peu le danger de cette construction comme ça, de cette ville qui se renouvelle sur elle-même, de manière complètement verticale, avec des phases d'oubli délibérées. Fellini, dans une des scènes du Satyricon, qui est crucial, qui est un tournant juste après un de ses silences, un de ses blancs justement, qu'il a inséré dans le récit, une de ses coupures, il fait redémarrer la scène dans un musée. Jean-Noël Castorio, historien. Un musée où on a des fragments d'Antiquité, où Molp et son compagnon discutent. Et c'est bien sa vision de l'Antiquité qui est là, uniquement des fragments finalement, qui forment pas un discours continu, mais qui forment une mélodie d'une certaine manière sur laquelle on peut composer en tous sens en quelque sorte, faire du contrepoint, etc. Et c'est ça la Rome antique. Ganimede, Narciso, Apollo che trasformò in un fiore l'ombra del giovinetto. Tutti i miti ci parlano d'amore, di unioni senza rivali. Ma io mi son preso in casa un ospite crudele. La première démarche de Fellini, c'est il est un peu,
Il est inquiet face à cet univers, par cette romantique. Il a jamais été très bon élève, Fellini. Il se moquait de ses professeurs et il connaît pas grand-chose en latin. Et il y a une espèce de panique en quelque sorte. Donc il va voir tous les grands historiens de l'époque, il lit tout ce qu'il peut, etc. pour essayer de se renseigner sur la romantique. Et à un moment, bien sûr, c'est Fellini. Il me dit, tout ça, j'en ai absolument rien à faire. Et il retiendra simplement de Paratore, qui est un grand historien à Bruxelles d'ailleurs, spécialiste de lettres classiques. Il retiendra simplement de Paratore le fait que les textes anciens ont été expurgés, qui sont beaucoup plus violents, beaucoup plus crus en réalité que les traductions qui sont disponibles à l'époque. Et tout le reste, il l'envoie balader. Il dit, moi, je vais faire une Rome qui sera une Rome de science-fiction. Et finalement, pour Fellini, comme il le dit, Rome, c'est simplement un rêve. Un rêve qui peuple de ses propres démons, de ses propres personnages, de ses propres fantasmes, en fait. Et il y a cette version-là, moi, je pense qu'elle est extrêmement importante, et j'ai tendance à considérer que c'est ça, la Rome antique, finalement. Parce que toucher à la réalité de Rome, retrouver cette histoire de plus de 2000 ans, c'est quelque part une quête absurde et impossible, finalement. Donc j'ai tendance à voir plutôt dans Rome, effectivement, un imaginaire, un rêve, un fantasme dans lequel chaque société projette, finalement, ses propres préoccupations. Rome, before Christ, after Fellini. Dans mon ouvrage, je parle pas mal, notamment du mythe de la chute de Rome, en réalité, parce que c'est une ville qui disparaît aussi, nous dit-on. Alors c'est très difficile de dire quand elle disparaît, elle n'a jamais disparu, en réalité. Alors quand Rome véritablement s'effondre à la fin du 5e siècle, au 15e siècle, Edward Gibbon au 18e siècle faisait mourir Rome en 1453, quand Byzance est prise par les Turcs. Donc on voit que ce mythe, par exemple, de la Rome revient régulièrement dans l'imaginaire, et notamment dans les périodes de crise. On fait référence en permanence à la chute de la République ou à la chute de Rome. Et c'est souvent extrêmement instrumentalisé, naturellement. Alors on voit comme ça, quand on étudie cette thématique, finalement, la pensée politique qui évolue. On voit par exemple, je pense par exemple à Nietzsche qui parlait de la chute de Rome et qui mettait en avant le rôle extrêmement néfaste de la religion, qui aurait des moines qui auraient détruit la Rome antique. Dans les années 20, c'est Otto Sick, on est dans la montée des thèses eugénistes de l'extrême droite qui parlent d'une dégénérescence des Romains, etc., des génétiques en quelque sorte. Dans les années 60-70, où on est à l'époque de Vatican II, notamment de l'ouverture, au contraire, on parle plus de chute de l'Antiquité, on parle d'ouverture, de transformation, de modification avec Henri Néren et Marot. Et récemment, on a vu de nouveau des ouvrages qui paraissent sur la Rome antique et qui mettent la fin de la Rome antique sur le compte des barbares, donc des étrangers, de la décadence des mœurs, de l'homosexualité, etc. On voit donc cet aspect aussi de la Rome antique d'une récupération politique qui est parfois un peu inquiétante. Ce que je retiendrai de Rome, alors c'est dans le droit fil de ce que je viens de dire, mais ce que je retiendrai, ce qui me semble qu'il faut retenir de Rome, c'est vraiment cet imaginaire. Alors c'est vrai que notre culture, notre civilisation peut-être est pétrie d'héritage de l'Antiquité, le droit, la langue, etc. C'est ce qu'on apprend. D'ailleurs, j'étais longtemps professeur en collège et en lycée, et c'est ce qu'on apprenait, cet héritage de Rome. Mais moi, c'est la place de l'imaginaire, en fait. Quand je pense, comme beaucoup d'historiens, ce qui m'a appris Rome, c'est pas la lecture de Tacite que j'ai découvert à l'université, ce sont les péplums. Bien évidemment, ce sont les séries télévisées. Avec Claudius, moi, Claude Empereur, par exemple, qui passait à la télévision quand j'étais gamin au début des années 80. C'est cette antiquité fantasmatique, en fait, ce cadre, en fait, cette possibilité de projeter sur une société nos fantasmes. C'est vraiment une société qui est forgée par l'imaginaire autant que par la réalité. C'est ça qui me paraît extrêmement important. C'est la liberté de penser qu'incarne Rome pour l'historien, en réalité. La liberté d'émettre des hypothèses, la liberté de construire véritablement avec un matériau qui est finalement très très friable et très très fragmentaire. Il faut bien se rendre compte que, alors j'exagère un petit peu, mais j'ai à côté de moi une grande bibliothèque dans laquelle j'ai tous les budets qui sont en ma possession. Et finalement, ça représente un petit pan de mur, mais ce n'est qu'un pan de mur, les textes de l'Antiquité. Un seul pan de mur. On a cette impression à Rome, quand on voyage, quand on se balade à Rome, mais pas seulement à Rome, d'ailleurs dans certaines cités, je pense à Nîmes ou autres, avec ces vestiges antiques, qu'on touche à cette antiquité, qu'elle est présente. Mais en réalité, c'est comme un décor de théâtre, véritablement. Les acteurs ont disparu, il nous reste quelques pans, quelques fragments, véritablement. Et bien évidemment, on connaît beaucoup moins de choses
que ce qui nous est inconnu naturellement. Il y a beaucoup plus de choses qui nous sont inconnues que de choses qui sont certaines sur l'Antiquité, et donc on comble les trous en permanence. Donc c'est un lieu particulier, une scène de théâtre, un décorum, et derrière peut-être, il n'y a pas grand-chose, les acteurs dissimulés, des fantômes évidemment. Vous avez raison, les villes que nous décrivons souvent sont portées par des réminiscences du monde antique, du monde méditerranéen, tout à fait, parfois à l'état de ruine d'ailleurs, et ce sont des villes faites de couches de temps. Benoît Peeters, écrivain, scénariste et critique. Ce sont des villes qui portent en elles toute une mémoire, tout un enchevêtrement, tout un urbanisme spontané. Les villes italiennes, bien sûr, mais tant d'autres aussi. Et cette dimension-là, c'est celle qui nous est la plus chère dans la réalité. Mais quand nous racontons une histoire, nous avons besoin de dramatiser. Bon, un cas de dramatisation extraordinaire, c'est Métropolis de Fritz Lang, où vraiment la ville est ramenée à une idée, à un concept. Et c'est là que peut-être la fiction peut jouer son rôle de révélateur et nous montrer en poussant à l'excès et à l'extrême certaines hypothèses jusqu'où elles peuvent conduire. Puisqu'après tout, nous ne proposons pas l'histoire de l'architecture en bande dessinée, ni la description des villes les plus aimées, mais des métaphores, mais des récits. Et ces récits, on essaie qu'ils s'impriment dans la tête du lecteur le temps de la lecture, et peut-être qu'il le fasse réfléchir sur son quotidien. Tout ce qui, moi, m'intéresse dans le dialogue entre texte urbain et texte littéraire, c'est que la ville, c'est pour moi un texte, mais qui est écrit en permanence et réécrit par des millions d'auteurs, qui sont les gens qui la pratiquent. Les habitants, les visiteurs qui, à travers leurs pratiques quotidiennes de déplacement, de rencontres, de travail, leur culture, les langues, etc., façonnent la ville et écrivent ce texte. Et donc, pour moi, essayer de prendre ce texte urbain-là, qui est composé de plusieurs palimpsestes, qui est extrêmement complexe et qui est en mouvement perpétuel, et essayer d'en faire un texte littéraire est un défi que je trouve qui m'impressionne un peu, mais que je rêve de relever et que j'essaye de relever dans ce que j'écris. Italo Calvino, Les villes invisibles. Les villes et la mémoire, 3. C'est en vain, magnanime Kublai, que j'essaierai de te décrire la ville de Zaïra, aux bastions élevés. Je pourrais te dire le nombre des marches dont sont faites les rues en escalier, la forme des arcs des portiques, le type des feuilles de zinc dont on recouvre les toits. Mais je sais déjà que ce serait comme de ne rien te dire. Ce n'est pas de cela qu'est faite la ville, mais des rapports entre les mesures de son espace et les événements de son passé. La distance qui sépare le sol d'un lampadaire et les pieds ballants d'un usurpateur pendu. Le fil tendu entre un lampadaire et la rambarde qui lui fait face, et les festons qui alourdissaient le parcours du cortège nuptial de la reine. La hauteur de cette rambarde est le sceau de l'adultère qui l'enjambe à l'aube. L'inclinaison d'une gouttière est le passage d'un chat qui se faufile pour entrer par cette même fenêtre. La ligne de tir de la canonnière, apparue à l'improviste derrière le cap, est l'obus qui détruit la gouttière. Les déchirures des filets de pêche et les 3 vieux assis sur le quai qui se racontent pour la 100e fois l'histoire de la canonnière, de l'usurpateur dont on disait qu'il était le fils adultère de la reine, abandonné dans ses langes, là, sur le quai. De cette vague qui reflue des souvenirs, la ville s'imprègne comme une éponge et se dilate. Une description de Zaïra
telle qu'elle est aujourd'hui, devrait contenir le passé de Zaïra tout entier. Mais la ville ne dit pas son passé. Elle le contient comme les lignes d'une main, écrit à l'angle des rues, aux grilles des fenêtres, aux rampes des escaliers, aux antennes des paratonnerres, aux hampes des drapeaux, chaque segment se trouvant à son tour rayé d'éraflures, d'encoches, d'entailles, de marques en forme de virgule. Le Caire a été à la dérive au début du XVe siècle. Il y a eu une très très grande crise sous les Mamelouks. Sylvie Denoy, historienne. Du coup, il y a eu un genre littéraire qui a existé. Donc les historiens arabes ont décrit la ville comme elle était avant de tomber en ruine. Ce genre littéraire s'appelle les khitat. Du nom éponyme d'un grand historien égyptien du XVe siècle, El-Makriti. Et donc, les khitat, on pourrait traduire ça par les quartiers. Donc, l'idée, c'est de décrire la ville du temps de sa splendeur. Et alors, la splendeur, pour ces historiens-là, ça peut être la ville de l'époque de la conquête, c'est-à-dire dans la première moitié du 7e siècle. Alors, les orientalistes se sont représentés que le monde musulman était urbain. Donc on a dans l'historiographie beaucoup plus étudié les villes, enfin ça change maintenant que les mondes non urbains, ruraux, montagnards, etc. Donc la ville islamique a fait couler beaucoup d'encre chez les orientalistes et on s'est représenté qu'il y avait un type unique de ville. Alors les orientalistes ont eu, donc je parle du 19e siècle, hein, ça a bien changé maintenant, mais quand même ça a eu un effet assez longue durée sur nos études. Donc les orientalistes se sont représentés qu'il y avait un type de ville, qu'il y avait un type de morphologie. Et cette représentation était générée par une idée qu'on se faisait de l'islam, qui était à la fois, depuis Dante, depuis le Moyen-Âge et jusqu'à assez tard au XIXe siècle, un lieu de représentation très négative et à la fois très attachante. Il y avait une attractivité aussi, on le voit avec les peintures orientalistes. Par exemple, le massacre de Kyo, de Delacroix, c'est à la fois horrible et très sensuel. Donc il y a une ambivalence de cette représentation que l'on retrouve alors dans les villes arabes. On peut voir la description de la cité musulmane de Brodel. C'est à la fois répulsion et quelque chose de très essentialisant. Donc une vision très essentialiste de la ville qui serait passée par une représentation qu'on se fait de la religion où le pur et l'impur dicteraient tout. Si je prends une ville médiévale occidentale comme Brive-la-Gaillarde, que je dis l'église est au milieu, autour il y a des boutiques de missels et de cierges, et puis sur la Dordogne il y a les tanneries, vous n'allez pas me dire que c'est en fonction du pur et de l'impur. En revanche, si dans une ville dite musulmane, on a la mosquée au centre, les souks, des livres et des parfumeurs autour, et puis les tanneries à l'extérieur de la ville, les orientalistes ont pu dire que c'était en fonction du pur et de l'impur que cette dichotomie se faisait. Alors qu'on peut très bien en faire une lecture autre qui pourrait être une lecture rationnelle de l'organisation urbaine. Alors, il n'y a pas vraiment de terme en hébreu biblique pour dire capitale. Catel Berthelot, historienne. Il va y avoir le terme ir pour parler d'une ville, mais encore une fois, après, un terme peut vouloir dire beaucoup de choses. En fait, il n'y a jamais d'équivalence parfaite entre un terme, surtout dans une langue ancienne, et nos langues contemporaines. Donc, je traduis ir par ville, mais ça ne dit rien, en fait, de la réalité de cette agglomération. Parce que ce sera le même terme qui sera utilisé pour une toute petite agglomération et 2 siècles plus tard pour une agglomération monumentale avec un temple, un palais et des murailles. Donc voilà, donc en fait, le vocabulaire ne suffit pas à rendre compte des évolutions du lieu et de la ville ou de la cité. Disons qu'on utilisera peut-être plutôt le terme ville que le terme cité, parce que le terme cité, lui, renvoie plutôt au monde grec et à l'idée de citoyenneté. Mais ça, c'est pour nous, je veux dire, à titre... Si on parle en français, dans des langues européennes, tout ce qui renvoie au vocabulaire de la citoyenneté va plutôt nous renvoyer du côté de la Grèce et de Rome que du côté de Jérusalem, où il n'y a pas de citoyenneté.
le modèle politique dans l'Israël biblique, c'est la royauté. Et de manière générale, là où il y a royauté, dans le monde antique, il n'y a pas citoyenneté. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Jérusalem, dans la Bible, ça commence d'abord par une grande absence. Parce que Jérusalem est absente du Pentateuque ou de la Torah, des 5 premiers livres de la Bible. Il est question à un moment de la ville de Salem. Alors Salem, Jérusalem, on subodore que c'est la même. C'est dans la Genèse, c'est un épisode de la saga d'Abraham. Abraham rencontre un roi qui s'appelle Melchisédek, qui est roi de Salem. Mais sinon, il n'y a rien dans la Torah, dans les 5 premiers livres les plus importants pour les Juifs. Il n'y a rien sur Jérusalem. Et en fait, c'est seulement avec les livres qu'on dit les livres historiques, donc de Josué à 2 rois, ou avec les chroniques aussi, qu'on va parler de Jérusalem. Et il y a plusieurs récits aussi sur la façon dont les Hébreux, les Israélites, vont s'installer à Jérusalem. Au début, on nous dit que c'est une ville jébusite. Les Jébusites sont un des peuples de Canaan, donc le pays de Canaan où se trouve Jérusalem. Et on nous dit dans un premier temps que les Israélites n'arrivent pas à prendre possession de Jérusalem. Et que c'est finalement seulement avec le roi David que Jérusalem devient une ville israélite et qu'elle devient aussi la capitale du royaume de Juda. Jérusalem comme ville juive, disons à partir du Xe siècle avant notre ère jusqu'au 1er siècle de notre ère, c'est une ville temple. C'est une ville sanctuaire. C'est le temple qui donne à Jérusalem sa place si particulière dans l'histoire d'Israël et qui fait d'elle finalement la véritable capitale du royaume de Juda et par-delà le royaume de Juda qui de toute façon prend fin au VIe siècle avant notre ère, la capitale spirituelle des Juifs. Et même, alors donc le premier temple est détruit en 586 avant notre ère. Il va être reconstruit quelques dizaines d'années plus tard, à la fin du VIe siècle avant notre ère. Et puis, ce second temple, plus exactement, est détruit donc à la fin du 1er siècle de notre ère par les Romains. Mais notamment sous Hérode le Grand, au 1er siècle avant et au 1er siècle après, le temple prend une ampleur inégalée dans son histoire. Hérode va vraiment faire des travaux tout à fait... disons presque démesuré. Il va vraiment étendre l'esplanade. C'est la superficie qu'on voit actuellement qui correspond à l'esplanade des mosquées aujourd'hui. Et ça va faire de Jérusalem, ce temple monumental, un lieu de pèlerinage comme jamais auparavant dans l'histoire juive. Et ça va faire rayonner la ville plus largement dans le monde gréco-romain. On a des descriptions, ou en tout cas des allusions à Jérusalem dans le monde gréco-romain, qui la réduisent d'ailleurs à son temple. Donc il y a cette omniprésence du temple, et une fois qu'il a disparu, une fois qu'il est détruit, il y a des transferts de sacralité qui se passent à plusieurs niveaux entre juifs, chrétiens et musulmans, successivement au cours de l'histoire. Alors d'abord, il y a la question du temple romain, du temple à Jupiter. Les spécialistes débattent pour savoir s'il a été construit à l'emplacement du temple juif, comme une sorte de manière d'affirmer que les Romains maintenant avaient pris la place des Juifs, ou bien s'il était construit à l'emplacement de ce qui sera plus tard le Saint-Sépulcre. Auquel cas, ce seraient les chrétiens qui chercheraient à affirmer justement, en construisant le Saint-Sépulcre précisément à cet endroit-là, que le culte de Christ a remplacé le culte de Jupiter. En tout cas, il y a aussi d'autres transferts sur plusieurs lieux. Bon, évidemment, le plus connu, le plus évident, c'est la construction du Dôme du Rocher à l'emplacement de l'ancien temple juif. Et il ne faut pas oublier que l'inscription en arabe à l'extérieur du dôme proclame bien que l'islam remplace désormais le judaïsme et le christianisme. Donc ici, la dimension de substitution, de remplacement, de dire que voilà, maintenant c'est nous, et les messages anciens sont caducs, et le message de l'islam vient remplacer ce qu'il y avait auparavant, est très clair et très explicite. Et ça se produit aussi entre lieux chrétiens et lieux musulmans, puisqu'on a par exemple la petite chapelle de l'ascension de Jésus en haut du mont des Oliviers, qui commémore l'ascension de Jésus après sa résurrection, qui est attestée dans ses sources byzantines et autres, qui va être remplacée par une mosquée de l'ascension du prophète Mohammed lors de sa fameuse ascension céleste, dont le point de départ est Jérusalem, ce qui est l'un des fondements de la sainteté de Jérusalem en islam.
Alors, la dimension effectivement des chants ou des appels à la prière ou de la sirène du Shabbat, c'est une dimension spirituelle si l'on veut, mais ça ne fait pas forcément de Jérusalem une cité céleste, hein, parce que la cité céleste, justement dans la Bible, dans le Nouveau Testament par exemple, ça renvoie à la cité eschatologique, celle qui vraiment descendra du ciel pour remplacer la ville terrestre. Et moi, ce que je vis, c'est vraiment, ce que j'ai vécu à Jérusalem, c'est la cité qui existe aujourd'hui et qui n'est pas tant la ville du monothéisme que la ville des divisions entre les monothéismes, des divisions et des affrontements. C'est une ville de superposition des sacrés et de compétition et de rivalité entre des formes de sacré. Et c'est pour ça que c'est une ville où la tension est palpable. Ce n'est pas une ville de la sérénité. C'est une ville électrique où un rien peut tout enflammer. Comme lorsque Ariel Sharon va sur l'esplanade des mosquées à l'automne 2000, et c'est le point de départ de la deuxième intifada. Les rencontres d'Averroès, créées et conçues par Thierry Fabre, sont produites par Des Livres comme des idées. Elles reçoivent le soutien de la ville de Marseille, de la région et de la DRAC Provence-Alpes-Côte d'Azur, de la Sophia Action Culturelle et de la Maison des écrivains et de la littérature. En partenariat média avec France Média Monde, RFI, France 24, Monte Carlo Doualiya, La Croix, Mediapart, La Marseillaise et Zibeline. En partenariat avec la Criée, Théâtre National de Marseille, Aix-Marseille Université, Sciences Po Aix, l'Académie d'Aix-Marseille, l'Institut français d'Égypte, le Festival Strasbourg Méditerranée, la revue Topo et la librairie L'Odeur du Temps. Merci à Elodie Karaki pour son aide. Merci à Bachar Mahalife qui nous a permis d'utiliser sa musique pour le générique de ce podcast. Rendez-vous sur toutes les plateformes d'écoute habituelles et sur le site rencontreaverroès.com.